Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être physiquement présente avec la personne que j'interviewe, donc Emmanuelle Clément Régnat. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. L'intention de ces interviews, c'est de donner l'envie à des femmes qui peut-être sont dans la réflexion de passer de salariés à entrepreneurs ou des femmes qui sont sur le début de ce parcours et d'être inspirées par toutes ces femmes entrepreneuses qui sont en train de réussir dans l'entrepreneuriat et qui ont mis en place des stratégies, des trucs et astuces et qui peuvent nous inspirer de leurs propres histoires de comment elles ont quitté le salariat, de comment elles ont développé leur activité, puis comment elles gèrent les peurs, les doutes et peut-être le petit syndrome de l'imposteur pour certaines. Donc Emmanuelle, tu es rédactrice indépendante, community manager et créatrice et présidente de l'association Et les filles, c'est jeudi. C'est bien ça. C'est bien ça. Tu as tout résumé. J'ai tout résumé. Oui, mais il y a plein de choses que tu vas nous dire dans cette interview. Donc, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de faire et puis nous dire ton actualité d'entrepreneuse, mais aussi pour Et les filles, puisque je pense que c'est une pépite à connaître. Alors, moi, je suis donc Emmanuelle, j'ai 42 ans, je suis maman, je suis mariée, mon fils a 7 ans. On a la fille de mon mari une semaine sur deux à la maison, en garde alternée. Je suis effectivement community manager et rédactrice. Je fais également un peu de site web. Et j'ai créé avec ma meilleure amie en 2017 l'association Et les filles, c'est jeudi, qui est une association à destination des femmes chefs d'entreprise et des porteuses de projets. Très bien. Et est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de passer dans l'entrepreneuriat ou ça s'est passé avant? Alors ça m'a donné envie. En fait, quand j'ai créé Et les filles, j'étais encore salariée. Je travaillais dans un cabinet de gestion de patrimoine à l'époque. Et je commençais un peu à tourner en rond. Dès le départ, même si au départ Et les filles n'étaient pas réservées aux chefs d'entreprise et aux porteuses de projets, on a tout de suite eu 80-90% de femmes chefs d'entreprise. Et d'être dans cette émulation, à un moment donné, quand tu es au contact de ces femmes-là, tu te dis « mais elles l'ont fait, mais pourquoi pas moi ?» Pourquoi pas moi? Voilà. Et je pense que ça a commencé à faire un petit déclic. On a créé en septembre 2017. Je pense qu'en novembre 2017, je commençais déjà à me poser la question. Et puis, on le verra plus tard, mais c'est l'occasion qui a fait le larron. Et c'est grâce à cette occasion que je me suis lancée. Et puis, c'était parti, quoi. Ça veut dire que jamais avant 2017, tu n'avais eu l'idée d'être entrepreneuse? Jamais de la vie. D'accord. Donc, tu n'aurais pas côtoyé des entrepreneuses, ça ne te serait peut-être jamais venu? Alors, peut-être que ça ne me serait pas venu à l'idée, mais en fait, quand je me suis lancée, je peux peut-être en parler tout de suite, quand je me suis lancée, en fait, c'est que j'avais créé mon blog avec les réseaux sociaux qui étaient associés au blog. Et un jour, dans ma boîte mail, je reçois un message d'un boucher de Clermont-Ferrand qui m'envoie un message et qui me dit « J'adore ce que tu fais pour tes réseaux, j'aimerais bien que tu fasses la même chose pour ma boucherie. » Et là, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien être dans les règles, je me voyais pas répondre à sa demande sans être déclarée, micro-entrepreneur, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'en fait, j'ai créé ma micro-entreprise. C'est pour répondre à cette première demande. Mais en restant à 100% dans ton emploi salarié. Exactement, oui. Et qu'est-ce qui a fait faire la bascule finalement pour quitter le salariat et être pleinement entrepreneuse? Alors, il y a eu 2 étapes. La première étape, c'est que le boucher en question était très content de ce que j'avais fait pour lui. Il en a parlé à tous ses petits copains qui sont tous venus vers moi et qui m'ont demandé la même chose. Donc, je me suis trouvée rapidement avec pas mal de clients à gérer. Il fallait que je travaille le week-end alors que c'était pas du tout le but du jeu. Enfin, le but du jeu, c'était de prendre du plaisir dans ce que je faisais, mais c'était pas au détriment de ma vie de famille, parce qu'on y reviendra aussi, c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Et la deuxième chose qui a fait que, c'est que effectivement, j'avais plus le temps, et donc j'ai démissionné de ce poste en gestion de patrimoine.
Sauf qu'il y avait toujours cette petite voix autour de moi et qui disait eh ben, c'est peut-être pas une bonne idée, tu vas peut-être pas en vivre, etc. Et puis cette peur quoi, de pas y arriver, de pas avoir assez d'argent à la fin du mois. Donc j'ai démissionné, mais j'ai repris un poste salarié sur lequel ça a été un fiasco total. Et donc je pense que ce point de bascule a été nécessaire dans le processus de lancement total à 100% dans mon activité. Ce qui fait que j'ai démissionné en mars 2018, j'étais en statut depuis janvier 2018 et j'ai repris un job tout de suite. Et en août 2018, j'étais à 100% parce que ça s'était très mal passé. D'accord, en fait c'est le salariat qui t'a rejeté la deuxième fois pour te faire comprendre qu'à un moment il faut y aller vraiment. Exactement, et ce point de bascule était nécessaire, enfin ce passage-là était nécessaire je pense pour me lancer à 100%. C'est-à-dire que pour me faire prendre conscience en fait que c'était le plus moment. La peine. Ouais. Est-ce que ça veut dire que parce que cette expérience de salariat s'est mal passée, ça t'a fait passer outre tes peurs? Ouais. Elles étaient encore là ou... Ça m'a fait passer outre mes peurs. D'accord. Ouais. Et je pense sincèrement, j'attache beaucoup d'importance aux signes et je l'ai vraiment vu comme un signe. Je sais pas comment te dire. Ça te criait à l'oreille, stop. Ouais, je me suis dit, bon mais là en fait tu as fait une connerie, tu t'es relancé dans un truc salarié, c'est plus ce qui te correspond et il faut y aller là maintenant, c'est bon. D'accord. Et pour revenir à l'histoire du boucher, ça veut dire quand tu dis que ces petits copains sont venus vers toi, c'était que des bouchers ou ça a élargi ton panel? Ça a élargi mon panel parce que c'était des commerçants. Des commerçants, ouais. D'accord. Donc ça veut dire que ta cible, elle est venue à toi naturellement. Alors que des fois, quand on se lance, on tâtonne pour trouver le client idéal, à qui on s'adresse. Toi, en fait, c'est venu à toi. Exactement, même si aujourd'hui, je ne m'adresse pas qu'à des commerçants. Je m'adresse à des TPE, des PME, commerçants, artisans. D'accord, mais là, ça veut dire Mais j'ai commencé effectivement par des commerçants, par la force des choses. D'accord. Et quand tu dis que tu as élargi maintenant TPE, PME et tout ça, c'est venu naturellement à toi ou là, c'est toi qui as travaillé avec qui tu voulais travailler? Non, c'est venu naturellement parce que depuis que je suis installée, je n'ai quasiment jamais démarché. Alors que tu es une spécialiste des réseaux sociaux. C'est quand même énorme. Ouais. T'as pas besoin de faire pour toi? Non. Moi, j'adore. Et tant mieux parce que j'ai pas le temps. T'as pas le temps, oui, ça j'imagine. Alors l'association, on va en reparler, mais oui, ça manque de temps pour toi-même, mais t'en as pas besoin en fait. Ben, pour l'instant, non, en tout cas. Alors, je touche du bois, hein, mais peut-être qu'un jour, j'aurai besoin. On n'en est pas là. Non. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas du tout eu l'impression de vivre des obstacles pour te lancer dans l'entrepreneuriat, tellement ça a été ouvert facilement, ou tu as quand même eu des obstacles? Ah si, alors j'ai eu des obstacles dans ma tête. D'accord. Et notamment cette peur financière qui a fait que j'ai repris un travail salarié après en avoir quitté un. Là, franchement, c'était juste la peur qui m'a fait reprendre un job en fait. Parce qu'à l'époque, si je m'étais lancée à 100% avec les clients que j'avais, je n'avais pas assez d'argent pour faire face à toutes mes charges. D'accord. Et pour moi, c'était inconcevable que mon mari prenne le relais, même ne serait-ce que le temps que ça aille mieux, etc. J'ai toujours été indépendante financièrement depuis très jeune et j'ai pas envie que ça change. Et j'ai pas envie d'être dépendante de quelqu'un. Donc si tu veux, c'est clairement cette peur financière qui m'a paralysée et qui a fait que voilà, j'avais repris ce job salarié. Derrière la peur financière, il y avait aussi la peur d'échouer, parce qu'on dit que la première peur des entrepreneurs, c'est échouer, peur de réussir, la deuxième, et la peur du rejet, la peur du regard de l'autre en troisième. Toi, la peur financière, tu la mets derrière l'une des trois? Ah non, je la mets en premier. C'est clairement ça. La peur d'échouer, non, parce que c'était pas quelque chose que j'avais envisagé, comme je te disais tout à l'heure. Je me suis jamais dit tu seras entrepreneur un jour. C'était pas du tout dans ma tête. Et donc la peur d'échouer, non, j'ai pas du tout ça. Je la ressens pas du tout. Parce que de toute façon, tu te savais compétente, totalement, légitime en tout cas dans ton expertise. Alors, légitime, non, parce que je suis autodidacte. Alors, je me suis formée depuis, bien évidemment, mais quand on a fait appel à moi au départ, j'étais complètement autodidacte. De toute façon, les réseaux sociaux, on est obligé de se former tellement ça change souvent. Il y a tellement toujours des nouveautés que tu es obligé de te former. Mais à l'époque, j'étais totalement autodidacte, donc je me sentais pas du tout légitime, pas du tout. D'accord.
Mais je suis passée outre parce que si les gens étaient venus à moi, je me suis dit que c'est qu'il y avait une bonne raison. Que tu étais capable de voir cette bonne raison ou pas? Toi, tu te sentais compétente? Oui, je me sentais compétente puisque et puis l'avenir m'a fait T'as prouvé que oui, m'a encore prouvé plus. voilà m'a prouvé que oui puisque voilà les clients sont venus à moi après naturellement. Est-ce que c'est encore mieux venu et plus venu à toi parce que tu t'es mis à 100% à un moment? Ou est-ce que si tu avais perduré entre un peu de salariat et un peu d'entrepreneuriat, ça n'aurait pas développé? Ah, je pense que ça n'aurait pas développé. Je pense clairement qu'à partir du moment où j'avais 100% de mon cerveau au service de mon entreprise, ça a décollé, quoi. Ça joue aussi en termes d'efficacité, de productivité? Ah oui, c'est clair. Tu le sentais avant ou pas? Parce que des fois, Oui. l'ego peut dire non, non, je suis capable de gérer les Ah deux, non, le non, salariat. non, j'étais plus capable. Et clairement, j'étais obligée de me consacrer à mes clients le week-end. Et le week-end. Avec un petit tout. Oui, mon fils n'était pas très vieux. Ouais. Il avait Tu as dit qu'il avait 7 ans là? Il avait 3 ans. Il avait 3 ans, oui. Ouais, donc c'est pas Donc autonome. non, c'était pas gérable. Sur le long terme, en tout cas, c'était pas gérable. Et effectivement, intellectuellement parlant, passer de la gestion de patrimoine aux réseaux sociaux pour un boucher, pour un cordonnier, pour un marché, non, c'était pas possible. Et oui, clairement, on est carrément plus efficace quand on est à 100% sur son truc, oui. Ce que j'entends, ça veut dire aussi que comme tu touches à des métiers très variés, ça veut dire que toi, tu as dans ton métier l'obligation d'aller fouiller l'environnement, le métier, les clairement. techniques. Ah ouais. Donc tu peux pas, il faut avoir du temps de cerveau disponible. Ah bah oui, c'est un gros travail de veille, c'est un gros travail de recherche. Parce qu'effectivement, moi en boucherie, je me souviens d'une anecdote d'ailleurs, une des premières photos que j'avais trouvées sur internet, alors en libre de droit, c'était des côtes de porc. Et j'avais mis côtes de porc et en fait c'était des côtes de je sais plus quoi. Du coup, j'avais reçu un message de mon petit boucher qui me disait tu t'es trompé, c'est pas des côtes de porc. Donc oui, mais ça, mais ça, enfin pour moi les côtes de porc et les côtes de je sais pas quoi, c'est la même chose. Et en fait non, c'était pas du tout la même chose. Donc voilà, il y a des petits couacs comme ça, mais c'est marrant. Maintenant j'en ris. La fois où c'est arrivé, je riais pas vraiment, mais bon. Ça veut dire que sur chaque métier, tu dois te former, t'informer pour pouvoir parler à la place d'eux. Alors pas me former, mais m'informer, oui, c'est sûr. Ouais. Est-ce que ça veut dire, si on généralise un peu, même s'il ne faut jamais dire tous, tout le temps, etc., mais par rapport à un entrepreneur, est-ce qu'il faut cette curiosité, cette ouverture d'esprit? Ah oui, je crois que c'est archi indispensable. Et ça colle très bien avec ma personnalité parce que je suis très curieuse. Tu étais déjà comme ça, donc ouais. Ça n'a pas... Alors ça l'a développé ou en fait non, c'était là et puis non, c'était déjà là. Est-ce qu'il y a des qualités qui ont dû être ou que tu vois se développer en toi avec l'entrepreneuriat par rapport au salariat? Par rapport au salariat, oui, il faut que je sois beaucoup plus organisée et beaucoup plus créative parce que dans mon métier en gestion patrimoine, j'avais pas du tout besoin de créativité. Et il n'y a pas si longtemps, lors d'une interview aussi, on me demande si je me considère créative. Et à l'époque, j'avais répondu non, parce que j'ai jamais eu cette fibre créative dans ma vie de tous les jours et même pendant ma scolarité. Et oui, elle s'est clairement développée en tout cas. Mais cette créativité, tu l'avais pour ton propre blog et ton réseau social? Eh ben, je me rendais pas compte que c'était de la créativité en fait. Ah, c'est le terme en fait. Ouais. D'accord. Ouais. C'est vrai que c'était quoi, gestion de patrimoine avant? Ouais. Ça ne demande pas de créativité? Bah, pas vraiment. Non, c'est des procédures à appliquer. C'est ça. D'accord. Donc la créativité, tu savais pas que tu l'avais, mais si tu te revois maintenant adolescente ou jeune adulte ou même enfant, tu avais de la créativité ou pas maintenant que tu sais ce que c'est? Eh ben, pas trop. Je pense que je l'ai clairement développé avec ce nouveau métier de community management. Donc ça aussi, ça veut dire qu'un entrepreneur a intérêt à se former à des nouvelles choses ou être que sur son cœur de métier? Parce que souvent, on entend que l'entrepreneur, quand il est dans sa zone de génie, ça marche, quoi. Ouais. Et qu'il faut qu'il délègue le reste. Alors oui, je pense que c'est nécessaire de déléguer certaines parties où on n'est pas appétent avec la discipline. Mais parfois, quand on débute, c'est pas possible de déléguer. Financièrement parlant, c'est pas possible. Donc, on est bien un peu obligé de toucher à tout.
Mais oui, je pense qu'à partir du moment où on se concentre sur son cœur de métier, c'est là où on est le plus performant. Oui. D'accord. Et ça, toi, tu apprends petit à petit à déléguer? C'est encore un gros problème. J'ai une alternante cette année avec le réseau Et les filles, c'est jeudi. Donc je commence à déléguer, mais c'est compliqué. J'ai vraiment du mal. C'est compliqué en termes de, tu as l'impression que la personne ou les personnes ne feraient pas comme toi, que ça ne serait pas la même qualité, que tu devrais trop contrôler. C'est quoi qui se passe en fait quand tu parles que déléguer c'est difficile? Alors j'ai un gros problème d'accorder ma confiance à quelqu'un. J'ai vraiment, c'est fou, hein, mais j'arrive pas à accorder ma confiance facilement. Que ce soit créatrice de livres. Ouais, mais que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso. Au début, quand il a fallu que je fasse garder mon fils, ça a été une catastrophe. Je m'étais toujours dit, si tu n'as pas de place en crèche, tu ne retravailleras pas, tu garderas ton fils. C'était hors de question qu'il ait une nourrice, hors de question, mais vraiment. Parce que c'est plus facile d'accorder à une structure collective la confiance qu'une seule personne. Oui, et puis on entend tellement de choses horribles, la nounou qui est toute seule, qui pète un câble, tu vois ce que je veux dire? Oui. Là, en crèche, et ben voilà, il y en a une qui se sent pas bien, elle va prendre l'air, il y en a une autre qui prend le relais. Voilà. Et dans ma vie pro, c'est pareil, j'ai vraiment du mal à accorder ma confiance et j'ai des anecdotes qui me font dire qu'effectivement, parfois, en plus, on se trompe sur les personnes qu'on a en face de nous et c'est une telle déception que c'est compliqué, quoi. Mais alors, ça veut dire que, enfin moi, de ce que j'entends, hein, de ce que tu dis, tu es en train vraiment de te développer. Donc, qu'est-ce qui se passe à terme si tu n'arrives pas à déléguer finalement? Ah, mais il va falloir que j'y arrive. D'accord. Il va falloir que l'alternant est un premier pas pour se rendre compte si c'est faisable quand même. Complètement. Et Romane, je lui délègue beaucoup de choses et j'ai appris à lui faire confiance. Ça va faire 5 mois qu'on travaille ensemble. Déjà. Voilà, là, depuis tout ce temps, j'ai réussi à lui confier des tâches très importantes et même capitales. Donc je commence à y arriver. Ouais. D'accord. C'est un apprentissage? Oui, je pense, ouais. Est-ce que, de ton expérience du coup avec Et les filles, et ça échange beaucoup forcément, est-ce que c'est un problème récurrent de savoir déléguer quand on entreprend tout seul? Parce que c'est quand même beaucoup de femmes qui commencent d'abord seules. Alors, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, c'est vrai qu'au départ, bon, il y a ce frein financier qui fait qu'on ne peut pas toujours déléguer. Ouais. Et je pense qu'aussi, quand c'est notre bébé, eh ben, on n'a pas envie de le prêter, on n'a pas envie de le mettre à la charge de quelqu'un d'autre qui pourrait en faire n'importe quoi. Ça veut dire que ça rejoint l'image envers tes clients aussi, que tu aurais peur de salir ou de... Et oui. Ouais, d'accord. Ouais. Clairement, aujourd'hui, la question se pose de développer le réseau dans d'autres régions. Mais avant ça, il faut que je trouve la bonne personne qui est capable de faire comme moi je ferais, puisque je ne pourrais pas faire sur place. Et ça, c'est hyper compliqué. Ça veut dire développer Et les filles dans d'autres régions, ouais. Sous un système de franchise. Donc ça voudrait dire que toi, tu aurais un cahier des charges où tu te dis ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, c'est ça? Oui, alors ça ne serait pas un système de franchise puisqu'on est une association, mais je ne sais même pas comment ça pourrait se faire. Pour l'instant, je ne me pose pas trop la question parce que, alors je sais qu'il y a de la demande, mais donc il va falloir que je me pose la question. Mais il va falloir aussi que je trouve la personne qui soit capable de. D'accord. Et les filles, c'est un support à ta propre activité entrepreneuriale? C'est un booster? C'est quoi pour toi? Alors, c'est un... Au début, peut-être que ça a changé aussi d'ailleurs. Alors, au début, c'était juste un passe-temps qui me faisait voir ma meilleure amie plus souvent, puisqu'on l'a créé ensemble. Et c'était le but, on l'a créé pour pouvoir passer du temps ensemble et sur l'organisation, etc. Aujourd'hui, c'est un booster, alors pas au sens business, mais c'est un booster de motivation, c'est incroyable quoi, quand on se retrouve là comme ce matin, comme jeudi prochain, toutes les fois où on se retrouve tout ensemble, c'est waouh. Tu ressors, t'es boosté pour... Bah là, par exemple, jeudi prochain, on peut en parler, même si la vidéo sera diffusée après, mais c'est une soirée inspiration, tu peux en parler pour montrer une des activités, et puis on dira aussi ce qu'il y a d'autres, parce que ça peut peut-être donner d'autres idées à d'autres personnes. Alors, les soirées inspiration, c'est des soirées où je suis à ta place, et j'interviewe 3-4 femmes chefs d'entreprise qui nous racontent... De ton réseau?
Alors, du réseau ou pas. Ou pas, d'accord. Parce que typiquement, là, sur cette soirée de jeudi, j'aurai 2 adhérentes et une femme qui n'est pas adhérente et qui n'est même jamais venue à nos soirées. Ce sera sa toute première fois. Et je les interviewe sur leur parcours professionnel, sur leur parcours entrepreneurial, où elles nous racontent vraiment sans tabou leurs victoires et leurs échecs. Par où elles sont passées, comment elles ont... Un peu ce qu'on est en train de faire là. Voilà. D'accord. C'est pour... Alors du coup, tu appelles ça soirée inspiration. Ouais. C'est l'objectif justement de donner envie à des femmes peut-être encore salariées de passer le pas, ou c'est pour rebooster justement des personnes qui sont en train de s'épuiser, parce que on sait que les premiers mois, premières années peuvent être épuisantes. C'est qui ta cible en fait? C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. Et dans le public, il y aura les deux. Il y aura des femmes qui sont soit encore salariées et qui se disent non mais là ça peut plus durer, il faut que je fasse quelque chose, qui n'ont peut-être pas encore passé ce cap de se dire je suis capable de. Et c'est très inspirant justement parce qu'on se rend compte qu'on a toutes eu des galères, pas toutes les mêmes, mais on a toutes eu des galères et qu'on est passé outre ça et que ça se fait. Ça prouve qu'on peut passer outre. Ouais. Et que d'autres l'ont fait et que peut-être, enfin je sais pas, ces soirées, est-ce qu'elles, quand tu écoutes ces personnes que toi tu interviewes, elles donnent des trucs et astuces, des stratégies justement, ou c'est juste par les anecdotes qu'on fait le lien avec soi-même? C'est juste avec les anecdotes souvent. Alors après, il peut y avoir des petits conseils effectivement, mais c'est vraiment son parcours qui va faire le déclic. Tout à l'heure, tu as dit, sur le parcours, c'est pas simple, il y a des hauts et des bas émotionnels. Ouais. Toi, si on revient à toi, comment tu fais dans ces moments-là? À quoi tu te raccroches quand t'en as marre, quand il y a une mère qui est arrivée, etc. Alors, ma famille et mes amis et le réseau. Le réseau, c'est vraiment là pour ça. Quand il y en a une qui est au sommet de la pyramide, elle est là pour dire aux autres ça va bien aller. Et inversement, quand on est en bas, on a besoin du boost des autres. Donc clairement, quand on est en bas, comme on fait 5-6 événements par mois, j'ai toujours la possibilité de rencontrer les adhérentes ou les filles du réseau régulièrement. Donc, Mais tu me disais que parmi les plus de 330, je crois, moi je suis non, 331. 300. Ah oui, mais c'est parce que les renouvellements n'ont pas été... Ah d'accord, voilà. Parce que je me suis dit 331, j'adore ce chiffre, je ne sais pas pourquoi, c'est très bête, mais j'adore ce chiffre. Donc plus de 300. Il y en a qui ne sont jamais venus aux événements, mais qui sont actifs sur le groupe Facebook. Ouais. Donc en fait, c'est quoi? Ça veut dire que chacune a des besoins différents en termes d'entrepreneuriat ou qu'elles sont loin géographiquement? Enfin, c'est quoi qui explique? Les deux. Il y a des femmes qui sont dans le 42. D'accord. Parce que tu vois, on est sur les 4 départements de l'Auvergne, mais j'ai quand même des adhérentes dans le 42. Donc effectivement, c'est plus difficile pour elles de venir aux événements. On essaye de faire des événements en plus, pas toujours les jeudis. Alors, et les filles, c'est jeudi, ok. C'est vrai que c'est les soirées, c'est le jeudi. Mais on fait des balades le lundi, on fait des brunchs, on fait des petits déjeuners. Et j'essaye de faire en sorte d'avoir des événements qui ne sont pas toujours à la même heure, pas toujours le même jour. Parce que clairement, il y a des femmes, le jeudi soir, elles sont mamans solo, elles ne peuvent pas faire garder leurs enfants et elles ne peuvent pas venir. Voilà. Donc voilà. C'est pour ça que je propose différents événements. En termes d'activité, en termes d'horaire, en termes de taille aussi? Parce que là, par exemple, tu m'as dit que jeudi, il y avait 60 personnes. Oui, on sera une 60aine. Mais les petits déjeuners, le petit déjeuner, on est 8. Les after-work, ça peut aller jusqu'à 200, tu m'as dit? Ouais, on a fait un after-work à 200, ouais. Donc chacun vient picorer selon son besoin et sa disponibilité. Exactement. Il y a des filles, effectivement, qui sont tellement timides, tellement introverties qu'elles préfèrent être cachées derrière leur ordinateur et que, par contre, elles sont très, très actives sur le groupe privé. D'accord. Est-ce que tu dirais que ce réseau, cette association, te ressemble? C'est une prolongation de toi? Oui, je pense, oui. Ouais, je pense. Et par rapport à... Donc du coup, si j'ai bien compris, ton ami s'est un peu éloigné par rapport à cette association-là, parce que voilà. Ça veut dire que tout repose sur toi, ou quand même il y a une diffusion de tes valeurs et de ta présence dans les événements pour que tu ne sois pas la seule à porter? On revient au problème de délégation. D'accord. Je me suis fait remplacer une fois à une balade parce que j'étais invitée à un événement que je ne pouvais pas louper. Mais sinon, je suis toujours là. Très bien. Ça, c'est dit, c'est bon. Je suis la première personne que tu vois quand tu viens à un événement. Je suis... voilà.
Ceci dit, c'est rassurant aussi. Enfin, moi, par exemple, ce matin, je suis venue à mon premier événement. Je savais que tu serais là. Je ne connaissais pas forcément les autres. Il y a un pont qui se fait naturellement. Ouais. Enfin, c'est plus facile aussi. C'est Donc, sûr. humainement, c'est sympathique, Ouais. en tout cas. Enfin, petit ressenti. Voilà, comme ça. Est-ce que toi, tu as développé, alors est-ce que tu l'avais au départ ou est-ce qu'elle s'est développée après, ta vision, la vision de ce que tu veux créer en tant qu'entrepreneuse avec ton activité? Je pense que ça se fait au jour le jour, en fonction des contrats qui tombent, en fait, hein, tout simplement. Je m'étais jamais imaginé être entrepreneur, je m'étais jamais imaginé embaucher. Aujourd'hui, la question se pose, D'accord. donc voilà. Après, j'ai pas de stratégie sur les 5 ans à venir, pas du tout. Mais sans parler de stratégie, en termes de contribution au monde, si on voit de manière large, la vision, c'est ce qui permet, par exemple, des fois, lors des coups durs, indépendamment du relationnel qui, toi, te nourrit aussi, la vision, ça te permet de te dire, mais attends, moi, je vais créer ça, je veux atteindre ça, et c'est mon moteur interne, en fait. Toi, tu n'as pas besoin, tu n'as pas ce besoin-là. Non. Et ton grand pourquoi, si tu devais expliquer à ton fils, peut-être que tu l'as déjà fait d'ailleurs, pourquoi tu fais ça? Alors, tu parles de quoi? De mon métier ou du réseau? Ah, les deux, mais je peux penser que les deux vont se rejoindre. Bah oui, les deux vont se rejoindre à un moment donné, oui, c'est sûr. Le réseau, c'est vraiment créer une unité et créer de l'entraide et aider les femmes qui se lancent à se faire connaître. Et les réseaux sociaux, c'est la même chose, parce que je donne de la visibilité aux entreprises sur les réseaux sociaux. Donc finalement, c'est le même. Community woman, quoi. Ouais, c'est ça. Dans le réel et puis dans le numérique. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire les trois plus grandes joies en tant qu'entrepreneuse? Alors, je dirais avoir la possibilité de gérer mon emploi du temps comme je l'entends. Je le disais vaguement tout à l'heure, ma famille, pour moi, c'est très très important et j'attache beaucoup d'importance à emmener mon fils à l'école le matin et à aller le chercher à l'école le soir. Je veux vraiment lui éviter la garderie, donc je vais le chercher à 16h30. C'est pas pour autant que je termine mon travail à 16h30. Faut pas s'imaginer ça du tout. Mais pour moi, c'est important de faire une pause à ce moment-là et de prendre ce temps-là. On rentre à la maison, on fait les devoirs et après, moi, si j'ai du travail que je ne peux pas reporter, je le fais. Je recommence à travailler. Mais c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour moi. Est-ce que tu dirais, avant de revenir à tes deux autres grandes joies, que c'est un des principaux freins pour que les femmes quittent le salariat pour aller dans l'entrepreneuriat, cette nécessité que leurs enfants restent et soient prioritaires? Je pense que qu'on soit salarié ou qu'on soit à son compte, ce problème de vie pro, vie perso et équilibre vie pro, vie perso, il est présent. Il y a des femmes qui sont salariées et qui bossent 70 heures par semaine parce qu'elles adorent leur travail. Et il y a toujours ce petit truc qui te dit « Ah, t'es au travail, tu devrais être avec tes enfants. Ou quand t'es avec tes enfants, « Ah, t'es avec tes enfants, tu devrais travailler, là, t'as encore des trucs à faire. » Donc, je pense que qu'on soit l'un ou l'autre, le problème se pose. Et oui, je pense que les femmes sont plus confrontées à ce problème-là parce que, elles attachent plus d'importance à la famille. Enfin, je vais me faire tirer les oreilles si les hommes entendent ça. Hein. Je mets pas tous les hommes dans le même panier, mais c'est vrai que oui, les femmes ont besoin d'être en connexion avec leurs enfants plus que les papas, je pense. Je crois que les mamans ont plus l'impression qu'elles risquent de manquer un moment important, alors qu'un papa peut se dire que c'est pas si important le quotidien. Ouais, c'est vrai. C'est plus la compétition ou quelque chose de gros pour les papas. Ouais, c'est vrai. Si on tire le fil de ton expérience et des femmes que tu vois avec et les filles, est-ce que tu dirais que être entrepreneur, finalement, c'est même plus facilitant pour l'équilibre vie pro, vie perso? Alors, je suis pas sûre parce que quand on est à son compte, c'est notre bébé et c'est vraiment, il faut qu'on y mette toutes nos tripes. Et le burn-out chez les entrepreneurs, ça existe aussi. C'est peut-être un peu plus tabou, on en parle moins, mais ça existe. Donc je pense que c'est une organisation. Il faut trouver son rythme à un moment donné. Mais je suis pas sûre que ce soit plus facile de coordonner vie pro, vie perso quand on est entrepreneur.
Est-ce que par rapport à l'exemple que tu donnes toi, où tu te permets cette pause-là pour aller chercher ton fils, c'est plus facile en tant qu'entrepreneur que salarié? Ah bah clairement Quitte oui. à se remettre après. Là Voilà, pour c'est le par rapport coup, à ça. ouais, clairement oui, c'est plus facile parce que si j'avais dit à mon patron à l'époque, je vais chercher mon fils, je reviens après, je suis pas sûre. C'est ça. Des gros yeux. Qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis pas sûre, mais effectivement, oui. Alors de ce point de vue-là, effectivement, oui. Après, Mais toutes les activités le permettent Mais pas. quand tu es salarié et que tu bosses pas le week-end, eh ben, tu bosses pas le week-end. Sauf que quand tu es à ton compte, eh ben, tu n'as pas envie de bosser le week-end, mais sauf que parfois, tu es un peu obligé. Enfin, obligé. Tu n'es jamais obligé de rien. Je pars du principe que tu n'es jamais obligé de rien et moi, je déteste les obligations. Donc, voilà. Mais Tu es peut-être plus obligé dans les premières années. tu te dis dans ta tête que tu as ça à faire et que c'est peut-être bien de le faire tout de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a une notion de quand même arriver à prendre soin de soi en tant qu'entrepreneuse? Entrepreneur aussi. Hein, mais... Ouais, oui. Alors, pas forcément plus que salarié, enfin, j'en sais rien. Je pense qu'effectivement, on a des vies tellement remplies que c'est compliqué parfois de se poser et de se dire non, mais là, il faut que je prenne un livre, que je prenne du temps pour moi, que j'aille au spa ou voilà. Mais je pense que c'est plutôt la société qui fait qu'on n'a plus le temps et on prend plus de temps. Il y a la surcharge mentale qui est quand même quelque chose d'avéré maintenant aussi. Ouais, je pense que quand on a des enfants en plus, c'est compliqué. Et en plus, tu me disais que ton mari, du coup, s'était aussi installé entrepreneur. Je pense que quand il a vu que j'étais aussi épanouie, il s'est dit non, mais là, moi aussi, je veux ça. Et donc, il n'y avait pas d'entrepreneur autour de toi. Et puis, du coup, maintenant, tu n'es entouré pas que d'entrepreneurs, mais beaucoup presque, finalement. ouais, presque que des... Ouais. Ton fils n'aura pas le choix. Je serai entrepreneur ou rien. Il veut déjà être agent immobilier, donc pourquoi pas. Ah, pourquoi pas, oui, c'est un beau métier. Ce matin, il y avait quelqu'un qui était conseillère en immobilier. Ouais. Première joie, tu l'as dit. Ouais. Les deux autres plus grandes joies. Je pense que le fait de construire quelque chose de ses mains, de construire une entreprise, de construire un réseau, de construire quelque chose dont tu es l'actrice principale, c'est hyper valorisant et c'est beaucoup de joie. Tu dirais que ça a augmenté ta confiance en toi? Ça y contribue. Je dis pas que je suis totalement tout le temps confiante en moi. Quand tu sors de ta zone de confort, tu as toujours un moment de stress. Non, je suis pas quelqu'un qui est super confiance en elle, mais... Mais plus qu'au début, plus que salarié? Oui. Tu vois quelque chose de différent? Ouais, je pense que je suis plus vieille aussi, donc j'ai plus d'expérience et je sais pas si c'est l'expérience... À quoi donner quoi? Ouais. Quelle part de chacun? D'accord. Mais en tout cas... c'est très valorisant, donc oui, ça contribue à la confiance en soi. Ok. Troisième grande joie. Troisième grande joie, de voir que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. D'accord, notion d'utilité, de sens. Ouais. D'accord. Clairement, moi, quand j'ai quitté mon poste salarié, je faisais. Je me sentais pas utile. Je me disais que je sois là ou pas, ça changera peut-être rien. Tu parles de gestion de patrimoine ou de la dernière expérience Non, salariée avant? gestion de patrimoine. D'accord. Et clairement, un manque de sens. Et là clairement... Tu le crées là? Ouais. Est-ce que pour en discuter avec d'autres entrepreneuses, c'est une impression générale que quand on est entrepreneuse, on peut créer son propre sens de vie professionnelle, mais finalement plus large que ça peut-être? La plupart des femmes qui quittent le monde salarié, c'est justement parce qu'il y a plus, ce sens. À quoi je sers? Ouais, il n'y a plus souvent les mêmes valeurs. Au départ, on est raccord avec les valeurs de l'entreprise et puis à un moment donné plus. Et ça, je le vois régulièrement, oui. J'ai un de mes mentors qui dit on s'associe pour des valeurs et on se dissocie pour des valeurs. Ouais, clairement. En fait, les deux sont... c'est marrant, mais les valeurs, il faut les connaître. Et sur le pas de l'entrepreneur, on a besoin de les connaître. Et notamment quand on recrute, de voir si les valeurs de la personne qu'on recrute sont en adéquation avec les nôtres. C'est un des premiers filtres, en fait. Ouais, carrément. Donc, si je te pose la question spontanément, Romane, elle a les mêmes valeurs que toi? Oui. Ok. Donc ça match. C'est bien, c'est chouette. On va terminer l'interview. 2 dernières questions. Quel conseil tu te donnerais à toi d'avant ta création d'entreprise? De me faire plus confiance pour le coup. D'accord.
Et puis de se dire que si ça marche pas, eh ben c'est pas grave, qu'il y aura toujours un retour en arrière possible. Forcément en arrière? Tu le vois forcément, vu que tu le verrais vraiment comme un retour en arrière? Alors retour en arrière dans le sens retour au salariat. Ah, d'accord. Ok, pas une régression. Non. Parce que ce que tu as appris... Ah bah oui, non mais c'est sûr. Dernière question, quel conseil tu donnerais à des femmes qui sont en train de réfléchir à passer le pas ou qui sont sur le début du parcours, que toi, ça y est, tu as fait, en termes d'état d'esprit? Alors, je leur dirais de s'entourer des personnes qui sont le plus susceptibles de les monter vers le haut. D'accord. C'est-à-dire de contribuer à leur confiance en elles, de contribuer à l'explosion de toutes leurs idées et de ne pas rester seule, vraiment. Parce que c'est une des choses qu'apportent et les filles. Oh, tu parles de l'entourage plus... Les deux. On en parlait il n'y a pas très longtemps, l'entourage familial est le premier pilier sur lequel on devrait pouvoir se reposer, clairement. Et je sais que certaines de mes adhérentes n'ont même pas ce soutien-là. Et elles ont d'autant plus de mérite d'y arriver finalement, parce que quand on est face à... En plus, quand il y a ce rapport de famille et de gens qu'on aime, c'est compliqué de se dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait, ils trouvent ça débile, ils pensent qu'on n'y arrivera pas. Je trouve que c'est dur à encaisser. C'est ce qu'on disait ce matin justement avec la jeune fille, et qui en fait on a essayé de lui faire comprendre, mais elle l'avait compris visiblement. C'est que les personnes de notre entourage ne parlent que d'eux en fait. Ce sont leurs peurs, ce sont leurs projections, et c'est leur inexpérience de l'entrepreneuriat. Donc on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connaît pas, sauf qu'en avoir peur, quoi. Mais effectivement, c'est super important. Un mot de la fin ou une phrase de la fin pour cette interview? Croyez en vous, croyez en votre projet, et si vous avez quelque chose au plus profond de vous, il ne faut pas le laisser de côté. Parce qu'il y aura des regrets à un moment donné. C'est le risque. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour cet échange en réel, ça fait plaisir en tout cas. Et puis normalement cette fois ça a marché, techniquement ça va être bien. Merci beaucoup Emmanuelle. Merci et puis, à toi. Tu me donneras tous les liens pour que les personnes puissent te trouver, puisque sous l'interview je mets toujours les coordonnées pour qu'on ne cherche pas sur Internet entier, pour si on a envie de travailler ou d'échanger avec toi. Ok. Et puis peut-être que quelqu'un se dira, je veux faire et les filles en Alsace, je ne sais pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt.